Bonjour à tous, dans le 2 minutes d'aujourd'hui, on va comparer les bases de données relationnelles versus les bases de données non relationnelles. Alors commençons par les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles, comme leur nom l'indique, ce sont des moteurs de bases de données entraînant des relations avec des dépendances entre des objets logiques. Donc c'est basé sur des éléments logiques, donc tels que les tables et les clés qui constituent ces tables également. L'interrogation de ces bases de données, alors souvent on aurait pu faire la comparaison, le titre je ne l'ai pas mis comme ça, mais entre le SQL versus le NoSQL. Donc quand on parle de modèle relationnel, on va utiliser le langage SQL, donc le Structured Query Language, qui repose sur des éléments logiques qui sont principalement les tables. Les tables, donc c'est un élément logique qui va permettre au sein d'une base de données de stocker des informations plus ou moins identiques, avec un croisement d'une part de colonnes, d'autre part des lignes. Les colonnes caractérisent les informations de la table, donc on va avoir des champs, ce qu'on appelle des champs, et donc on va avoir des types de champs. Et pour chaque type de champ, on va stocker un type d'information à l'intérieur de ces colonnes. Chaque ligne, elle, par contre, représente le croisement de ces colonnes avec un enregistrement donné. Donc par exemple, si j'ai un utilisateur et que je veux caractériser cet utilisateur, on va voir par exemple le nom, le prénom, la ville, le code postal, et chacun de ces éléments, grâce aux colonnes, on va pouvoir les caractériser, dire leur format, dire leur longueur, etc. Alors, un des points forts des bases de données relationnelles, c'est le caractère acide de celle-ci. Alors je vais pas revenir dessus parce que sinon on va y passer vraiment beaucoup de temps, mais en gros, acide c'est quoi? Atomicité, consistance, isolation et durabilité. Donc le but de l'atomicité, notamment à travers les transactions, mais pas que, c'est d'avoir une forte fiabilité et confiance dans la donnée. Donc on a une donnée qui est unanime. Et l'autre élément qui joue beaucoup, c'est les contraintes qu'on peut imposer au niveau des modèles relationnels grâce aux clés primaires et aux clés étrangères. Donc les clés primaires, c'est par exemple au niveau d'une table, on va définir un identifiant. Cet identifiant, on va pouvoir dire que voilà, il s'agit d'une clé primaire, donc je ne l'aurai présent qu'une seule fois dans la table et pas X fois avec des répétitions. La clé étrangère, elle, c'est à peu près le même principe. En tout cas, le but, c'est de vérifier l'existence d'un élément. Par exemple ici, donc si vous regardez, on a une table de facture, on a une table de clients. Dans notre table de facture, on va faire référence à des clients via leur identifiant. Et bien, pour vérifier l'existence de ces clients, on va créer un lien entre la table des factures, l'identifiant client de la table des factures, et on va vérifier l'existence du client effectivement dans la table de client, sinon on ne pourra pas enregistrer de facture dès lors que le client n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment une des forces fondamentales du modèle relationnel. Alors, qui dit contraintes qu'on vient de poser, notamment via les clés, qui sont des éléments principaux, on va dire, par rapport en matière de contraintes et qui jouent un rôle fort, bien, ça impacte plusieurs choses. D'une part, ça implique forcément des lenteurs. Dès lors qu'on va avoir des clés étrangères ou des clés primaires, eh bien ça va impliquer au système de vérifier l'existence de quelque chose, qu'il soit unique, ou de vérifier qu'il existe ailleurs dans une autre table. Donc ça, c'est valable à la fois pour l'ajout de données, pour la suppression de données également. Donc ça implique d'autres choses. Donc d'une part des lenteurs, ça implique aussi que le système du coup va être difficile à distribuer, à avoir des clusters à large échelle, et du coup ça implique une distribution délicate, difficile, et donc des maintenances qui vont être aussi délicates et plus difficiles, puisqu'on va avoir un système de nœuds primaires et de nœuds secondaires, et on ne pourra pas passer de l'un à l'autre sans faire des élections, ou en tout cas des principes d'élection. Voilà. On va retrouver bien sûr des principes de typage forts des champs en question. On va avoir les clés, et du coup ça va faire appel à des implications en matière de conception. L'autre, donc cette fois-ci, l'avantage des contraintes, c'est que c'est plus sûr du coup. Donc ça va permettre vraiment grâce à cette centralisation de l'information sur un nœud primaire,
grâce au typage, grâce aux clés, grâce aux dépendances, etc. On va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus fiable en matière de stockage de la donnée. Par contre, donc les modèles relationnels sont, on va dire, un peu universels. On n'a pas de spécialisation comme on va le voir en matière de non relationnel, et donc on ne répond pas à un objectif précis, spécifique. Donc l'avantage, c'est qu'on retrouve des modèles qui sont un petit peu similaires les uns des autres. Ça, c'est vraiment très pratique pour aborder une technologie. En outre, ça permet également, donc en matière d'avantages, ça permet également, donc on a un outil qui est plus simple potentiellement, en tout cas des outils qui vont être plus homogènes, et en même temps ça va permettre aussi d'élaborer et de répondre à des requêtes complexes, puisqu'on a des dépendances. Ça veut dire qu'on a un outil de requêting via le SQL qui va disposer d'un ensemble de batteries de fonctions et d'autres outils pour pouvoir permettre de répondre à des requêtes complexes. Alors le non relationnel, je vais accélérer un petit peu, donc lui c'est ce qu'on appelle plus couramment le NoSQL, donc sans relation bien sûr comme son nom l'indique, avec différents types de modèles de moteurs de bases de données non relationnels. On a des bases de données en colonnes, en document, en clé valeur, en graphe et en mémoire. On va pas revenir dessus. L'avantage de ça, c'est que donc si on prend l'ensemble, ça rend les choses un petit peu plus complexes. Le gros avantage, c'est qu'on peut s'adapter facilement à différents cas d'utilisation et du coup, ça joue bien sûr aussi sur la performance puisque ces modèles sont connus pour leur faible latence à l'écriture comme à la lecture. L'autre donc fait important, c'est que par rapport aux bases de données relationnelles, on déporte souvent une partie du travail qui est habituellement réalisé par la modélisation SQL et par les requêtes SQL vers l'applicatif cette fois-ci, puisque les bases de données non relationnelles sont moins capables de réaliser des requêtes complexes. Un des gros avantages toutefois des bases de données non relationnelles, ça va être la capacité à distribuer, à rendre scalables ces types de bases de données. C'est pour ça aussi qu'on en parle autant à l'époque du cloud et de la conteneurisation avec la nécessité de rendre des événements, des systèmes scalables. Donc au niveau applicatif, c'est relativement plus facile que sur des moteurs de base de données. Là, le NoSQL répond tout à fait à cette problématique-là, avec des capacités à gérer de très fortes volumétries. Sur Cassandra, on parle de clusters à plus de 60 000 nœuds pour les maximums atteints. Sur la tolérance à la panne, du coup, puisqu'on va distribuer le cluster et chaque nœud du cluster peut potentiellement avoir le même rôle que son voisin, tout simplement. Après, on peut potentiellement spécifier des typologies de nœuds, mais voilà, potentiellement, on n'a pas de système de nœuds primaires et de nœuds secondaires. Donc une forte tolérance à la panne, puisque plus on va distribuer, plus on va être résilient finalement. Et une capacité de maintenance qui va être plus facile, c'est-à-dire que quand on va faire une mise à jour, eh bien on va pouvoir, au même titre que sur une panne, supprimer très facilement un serveur, le mettre à jour et le faire réintégrer dans le cluster. Tout ça grâce à un système de partitionnement et de réplication. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à cet effet. Le non relationnel, lui, il nous fait oublier complètement le caractère acide où la consistance de la donnée est quelque chose de très fort pour le CAP theorem, c'est-à-dire la consistance, l'availability et le partitioning. Donc tout ça avec un objectif essentiel, la résistance à la panne et la capacité à répondre à une charge donnée et forte. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc le point faible, c'est plutôt la consistance qui, suivant les types de moteurs non relationnels, peut être porté plus ou moins loin. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et les bases de données NoSQL, généralement, ou non relationnelles, font appel à des protocoles assez variés, notamment des systèmes de quorum, pour faire en sorte que on puisse faire varier le degré de consistance souhaité
sans jamais atteindre quand même un degré de consistance, on va dire à 100% poussé au plus loin, lié notamment à la distribution des données. Quand on a des données répliquées, on va dire en 3 exemplaires sur plus de 10 000 nœuds par exemple, eh bien ça va être très compliqué de dire la data, je veux qu'elle soit consistante, c'est-à-dire présente sur tous les nœuds et que chaque réplica à un instant au premier instant possible, au premier instant de l'écriture, soit à la même valeur partout. Donc on a un système de votation qui existe. Derrière, le NoSQL ne dispose pas non plus des capacités de requêting, donc pouvoir faire des requêtes complexes, et donc se base sur ce qu'on appelle du data modeling pour repenser la manière de modéliser la donnée. Pour ça, donc la représentation va se faire, en tout cas la modélisation va se faire sur le résultat recherché, c'est-à-dire que si on a un applicatif et avec cet applicatif on veut afficher la liste des factures par client, eh bien on va avoir une seule table avec la liste des factures et une colonne client, sans faire référence, comme on l'a vu tout à l'heure avec les bases de données relationnelles, sans faire référence à une table externe qui sera la table des clients. C'est-à-dire que là on va avoir vraiment 2 tables distinctes, la table des listes des factures, où on va avoir toutes les factures et les noms des clients présents dedans, les identifiants des clients, etc. Quitte à avoir des doublons de noms de clients, etc. Ça c'est lié à la capacité d'écriture, facilité d'écriture, on peut se le permettre de réécrire autant de fois qu'on veut, même des champs complexes, c'est pas un souci. Et à côté on aura une autre table qui elle va être par exemple une table des clients pour autre chose par exemple, et du coup on va retrouver les mêmes clients à l'intérieur. Alors la complexité cette fois-ci, vous voyez, autant le modèle SQL permettait au sein du moteur de réaliser une modélisation qui allait permettre d'éviter de réécrire les choses et de demander à l'applicatif de gérer ces choses-là, autant que dans le modèle non relationnel, du coup vous voyez que pour éviter d'avoir des différences, des désynchronisations par exemple sur les noms de clients ou ces choses-là, ça va être à l'applicatif au-dessus de gérer ces aspects-là d'unicité, etc. Alors si on devait faire un rapide résumé de cette comparaison, donc le relationnel, qu'est-ce qu'on peut retenir? Consistance de la donnée, fiabilité des datas, quelque chose de très important, plus de calculs possibles en base, moins d'éléments portés côté applicatif, cependant une maintenance plus délicate avec un principe de primaire secondaire, des performances plus limitées sur les volumétries, sur la distribution en termes de nombre de nœuds, on va être plus limité. Cas d'utilisation assez intéressant, très intéressant de tout ce qui est relationnel, par exemple quand on va avoir la gestion de compte, d'authentification par exemple, le mode relationnel va être très intéressant puisqu'on a besoin de quelque chose de très consistant, c'est-à-dire une data unique avec une seule valeur. On peut pas se permettre à un moment donné d'avoir 2 passwords qui existent en même temps pour un même utilisateur. Et bien là le modèle relationnel va être très optimal et très adapté puisqu'on cherche pas non plus à avoir des performances à outrance. À l'opposition, donc on a le non relationnel. Le non relationnel, du coup, sa grosse force, c'est la performance et la volumétrie. On parle des échelles très très importantes. Une maintenance très facilitée. On va pouvoir faire rentrer, sortir des nœuds facilement. On va avoir une forte résistance à la panne également. Aussi, son gros intérêt, ça va être une polyvalence. Alors c'est un intérêt, c'est un inconvénient. L'intérêt, donc, c'est sa polyvalence, donc on va pouvoir s'adapter à différents cas de figure. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir faire des choix entre les différents moteurs, et qui dit faire des choix dit bien les connaître. L'autre inconvénient, c'est qu'on on ne peut pas faire de calcul, ou on peut peu faire de calcul au niveau relationnel. Donc ça, c'est un de ces inconvénients, et donc ça déporte les choses côté applicatif. Et bien sûr, on l'a dit, fait marquant aussi, c'est que la consistance est à définir et elle peut être moindre, et quoi qu'il arrive au niveau du moteur non relationnel, si on veut pousser plus fort la consistance, on perd en performance et vice versa. Un exemple très simple, quand vous voyez des sites de e-commerce avec des moteurs de recherche, généralement derrière vous avez une base de données non relationnelle qui va faire de la recherche plain text de type Elasticsearch ou autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.